le sujet, c'est pilotage prédictif et maîtrise du chauffage. Conférence animée par Éric Buissonnet, chargé de mission copropriété à l'Agence parisienne du climat. Éric, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Oui, ça marche. OK. Donc effectivement, moi je m'occupe de conseils aux copropriétés, plus spécialement celle du 16e arrondissement à l'Agence parisienne du climat. Et quand je reçois les copropriétés, je leur explique qu'avant de se lancer directement à bride abattue dans établir des devis de travaux, qu'il faut qu'elles prennent le temps d'analyser leur copropriété, de faire un état des lieux, de réfléchir à des scénarios de travaux et de manière à globaliser leur trajectoire pour atteindre un maximum de gains énergétiques et en même temps de réduire le reste à charge, donc de maximiser les aides. Donc voilà. Donc en fait, souvent, voilà, moi je leur parle sur le ton de, bah voilà, une rénovation énergétique, c'est une espèce de marathon, c'est quelque chose qui se prépare sur la durée. Et donc aujourd'hui, nous allons accueillir pour cette conférence Efficap Énergie qui peut intervenir justement, avoir un petit grain de sable un petit peu différent, enfin pas un grain de sable, mais un grain de sel, dans la mesure où il propose une solution qui peut être intégrée un petit peu à n'importe quand dans le dispositif et permettre de faire des gains sur la chaufferie avec des retours sur investissement assez rapides. Donc ça sera un petit peu l'objet de notre démarche. Donc, nous avons Eric Lenne, le président de Efficap Énergie, et puis M. Quelquejet, qui est Monsieur Quelquejet, qui est voilà, le président du club utilisateur de la solution dans une grande copropriété, celle du Méridien. Il nous parlera de tout ça. Justement, Monsieur Quelquejet, vous partez d'un principe qui est ce qui se mesure s'améliore. Oui, alors merci, tout à fait. Donc Eric et moi, nous sommes des ingénieurs. Nul n'est parfait. Et effectivement, pour parler d'amélioration, il faut pouvoir quantifier tout ça. Et donc moi, je suis président du conseil syndical d'un gros immeuble parisien de 500 logements. Eric était spécialisé dans l'amélioration de l'efficacité énergétique, principalement sur du bâti d'entreprise, de très grosses sociétés. Et nous avons une ligne de compétences parce qu'il y a quelque chose qui est un enjeu majeur des copropriétés aujourd'hui, c'est la dépense d'énergie, et notamment quand on a un chauffage collectif. Le chauffage collectif, est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente en termes de budget de fonctionnement? C'est de 50 à 70% parfois du budget. Et en plus, on dit pour ce prix-là, il ne faut pas dépasser 19 degrés. Donc, on paye de plus en plus cher pour de moins en moins de confort. Donc ça, c'est l'enjeu. Alors, je voudrais juste faire un petit sondage pour adapter aussi la présentation à vous tous. Puis, on a un petit jeu amusant avec Eric à vous faire faire. Donc, qui habite en maison individuelle? Levez la main. Toutes les réponses sont bonnes. Hein. Vous êtes moins nombreux, d'accord? Vous avez vu qu'Eric. Et qui habite en immeuble avec un chauffage collectif? Ah ouais, bon. Après, je pourrais dire qui habite dans les deux, mais ça ne m'intéresse pas. Ceux qui habitent dans les deux, vous avez nécessairement un petit avantage dans le quiz qui va suivre. Alors, on part du principe qu'effectivement, moi dans mon immeuble, c'était en 2013, le chauffage représentait 30% de l'énergie. Donc, 30% des dépenses de fonctionnement de l'immeuble sur un budget en fait, c'était 500 000 euros sur 1,8 million. Voilà. Alors, comment maîtrisez-vous le chauffage dans une maison individuelle? Quel est le premier... Attends, réponds pas trop vite, Eric, toi tu connais la réponse. Dans une maison individuelle, le premier instrument que vous utilisez pour mesurer, qu'est-ce que c'est? Thermomètre. Est-ce que tu es d'accord? Oui, un thermostat dans mon séjour. Thermostat dans le séjour qui vous donne la température du séjour. Par exemple, il fait 20 degrés dans mon séjour. Oui. Bien. Donc, vous êtes dans votre petite maison, vous avez votre thermomètre, vous êtes content. Mais ensuite, il faut régler la température. Dans une maison individuelle, vous faites comment? Pour régler la température, vous avez un petit bouton, puis vous dites plus chaud, moins chaud. Alors, il est gradué soit de 1, 2, 3, 4, 5, soit en degrés. Je ne sais pas chez toi comment c'est degrés. Oui, degrés, une molette, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer à volonté. Très bien. Ensuite,
C'est vous qui payez, vous êtes tout seul à payer vos charges en maison individuelle, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le temps qu'il va faire, non? Eric, tu regardes le temps qu'il va faire? Oui, aujourd'hui, j'adapte un peu le chauffage autant que je peux en fonction du temps qu'il va faire. Par exemple, hier et avant-hier, j'ai coupé le chauffage chez moi parce qu'il faisait doux dehors. Voilà. Et les autres, là, en maison individuelle, vous faites pareil? Oui, ils hochent la tête. C'est vrai que quand on sait qu'il va faire chaud, on coupe même parfois un peu d'avance. Ok, simple, thermomètre, thermostat et anticipation de la météo. En immeuble avec chauffage collectif. À nous maintenant, les chauffages collectifs, de prendre la parole. Comment faites-vous pour connaître la température du bâtiment? Une sonde sur le toit, ça ne donne pas la température du bâtiment, ça. Ça donne la température extérieure du toit. Vous avez ça chez vous, madame? Oui, mais dans l'immeuble, vous avez des sondes. Mais est-ce que vous savez la température, là, à 14 heures, dans votre immeuble, à combien elle est dans votre bâtiment? Dans l'appartement, oui, mais au niveau collectif, parce qu'il y en a qui ont plus chaud, il y en a qui ont plus froid. Qui sait donner juste, premier indicateur, la température du bâtiment? En fait, vous ne savez pas. Non, départ chaudière, c'est toujours mauvaise réponse, mais je vous remercie de l'avoir prononcé. Vous pouvez la connaître, mais vous ne connaissez. En fait, le drame, c'est qu'on ne connaît pas la température dans les bâtiments. Le bâtiment A, le bâtiment B, ou le bâtiment sur rue, le bâtiment sur cour, on ne connaît pas la température. Or, le premier indicateur, c'est la température. 1 degré de température, est-ce que vous savez combien ça vous procure d'économie en plus ou en moins si vous le rajoutez ou si vous le retirez? Alors 7%, bravo, c'est le chiffre donné par l'ADEME. Avec Eric, on constate que quand c'est du bien isolé, on est plutôt à 4-5%. Et quand c'est des moins bien isolés, les années 70, ça peut monter jusqu'à 10%. Donc vous allez en fait faire entre 5 et 10% d'économie. Si au lieu d'avoir 22,5, vous avez 20,5, d'accord? Ça peut vous ramener tout de suite 15%, 20% d'économie en plus. C'est énorme. Mais comme vous ne savez pas, alors la température, elle existe quelque part, c'est à la loge du gardien. Il dit quand tout le monde vient de me dire qu'il fait froid, c'est qu'ils ont froid. Quand tout le monde vient de me dire qu'il fait chaud, ils ont chaud. Mais on ne sait pas de combien. Voilà. Donc le chauffagiste, il prend la température à la loge. Donc la bonne réponse, c'est à la loge du gardien quand il y en a un. Voilà. Mais en fait, on ne la connaît pas. Donc Eric et moi, on s'est dit, il faut qu'on trouve un truc pour qu'on ait la température disponible toutes les heures, tout au long de la saison de chauffe. Et on l'a fait. Ensuite, comment est-ce qu'on règle? Donc on n'a pas de thermomètre. Comment est-ce qu'on règle la température du thermostat de l'immeuble? Vous faites comment, vous? Vous appelez le chauffagiste? Mais lui, il ne connaît déjà pas la température du bâtiment, parce qu'il est comme vous. Hein. Ah. En fait, il n'y a pas de bouton pour régler. Il y en a un, il est planqué dans la chaufferie, ça s'appelle un régulateur, la loi de chauffe et tout ça. Mais comme le chauffagiste, pas plus que vous, ne connaît la température de l'immeuble, sauf quand il passe à la loge, pour savoir s'ils ont plutôt trop chaud ou trop froid, il va faire un truc à peu près approximatif. Et le bouton en bas, je crois qu'il est réglé sur rien, en fait, il est relié à rien. Le bouton du régulateur. Alors, il y a un bouton sur le régulateur qui affiche la température d'ambiance, 19, 20, 21 degrés dans l'immeuble. Mais d'abord, ce bouton, il est connecté à rien. Donc, si vous dites au chauffagiste, je veux 19 dans l'immeuble, il va mettre le bouton sur 19, mais ce bouton de l'automate n'est connecté à rien. C'est comme si je vous disais, conduisez à 120 km/h en moyenne sur la route, mais je vous supprime votre compteur de vitesse. Comme vous avez l'habitude de conduire, ben, vous rouleriez à une allure comprise entre 110 et 130 ou 140, mais ça ne serait pas précis. Et ben, aujourd'hui, le chauffagiste, il se trouve dans les mêmes conditions. Voilà. Et dernière... Oui, madame? Si, on va y venir. Vous avez une sonde reliée à la chaufferie, mais en fait, c'est la sonde qui pilote la température du chauffage par rapport à la température extérieure. Sauf que la relation entre la température extérieure et la température d'eau dans vos radiateurs, qui existe, qui est dans le régulateur, tout le monde ignore ce qu'elle produit comme effet dans les appartements. Voilà. Donc, alors, on peut répartir des sondes dans les appartements, mais moi, quand j'ai démarré sur mon immeuble, dont vous verrez la photo tout à l'heure, à un instant donné, j'en avais qui étaient à 17 degrés et les mêmes à 27 degrés. Donc, elle est où la vraie réponse?
Alors voilà, en fait, il faut faire du calcul, il faut mettre plusieurs sondes et faire du calcul. Mais aujourd'hui, quasiment personne n'a ça. Et vous pouvez pas avoir sur votre tablette, votre smartphone, la température de votre immeuble heure par heure sur la saison de chauffe. Pour finir, qui regarde la météo par rapport au temps qu'il va faire, par exemple, qui va baisser par anticipation un peu le départ radiateur en se disant tiens, il va faire chaud aujourd'hui, etc. dans votre chaufferie à immeuble collectif? Personne. D'accord? Personne. Chauffagiste, à chaque fois qu'il vient, il ne va pas courir dans tous les immeubles et dire tiens, il va faire chaud cet après-midi, je baisse un peu le chauffage à 7 heures du matin. Non. Alors, c'est justement complètement paradoxal. Le chauffage collectif, c'est la première dépense d'une copro en termes d'énergie et c'est celle qui n'est absolument pas maîtrisée. Et donc, avec Eric, en 2016, nous avons voulu rendre l'immeuble doté d'une intelligence, une capacité à avoir ces 3 boutons en quelque sorte intégrés. Et on a remporté ici même, d'ailleurs en avril, c'était le lendemain du jour où Notre-Dame brûlait, en avril 2019, le prix du public pour les trophées de l'éco-rénovation, avec notre première réalisation que nous avons faite sur mon immeuble, enfin l'immeuble dans lequel j'habite, qui a servi de cobaye. Depuis aujourd'hui, il y a 10 000 copropriétés qui sont équipées de ce système. 10 000 logements, pardon, copropriétés non. Mais on a des centaines de circuits régulés et ça fonctionne plutôt très bien. Alors, je vous propose d'aller très vite sur la technologie. Si ça vous intéresse de rentrer dans le détail, bienvenue sur notre stand. C'est le stand numéro 7. Il est situé dans la grande salle en face. Et nous organisons aussi des petites formations pour les copropriétaires sur le chauffage, pas nécessairement pour vendre Efficap, mais déjà pour vous expliquer comment ça marche, et puis effectivement les solutions disponibles. Alors, on va vous montrer un document. Voilà. C'est comment rendre le pilotage du chauffage aussi simple que celui d'une maison individuelle. Donc en fait, il y a de la technologie embarquée dans vos appartements, ce sont des petites sondes d'ambiance. Vous allez aussi, on a accès au régulateur pour le connecter, pour pouvoir voir comment il fonctionne et lui donner des petits conseils et des petites corrections. Et en fait, toutes ces informations qui agissent sur votre immeuble sont regroupées sur une application qui s'appelle Effic-App. Et cette technologie, donc embarquée dans l'immeuble et sur l'application, vous permet de connaître sur une tablette la température de votre immeuble, la consommation d'énergie tous les jours, de prendre en compte la météo à venir et d'afficher les économies qu'on vous fait gagner grâce à l'algorithme prédictif qui réduit justement le chauffage quand il y a le chauffage, hein, pas la température, qui réduit l'énergie consommée tous les jours. Et ça vous permet aussi de choisir votre température de mon immeuble. Alors, question, qui, dans une copropriété, choisit la température? En maison individuelle, vous avez tous répondu, c'est moi. Voilà, alors monsieur dit, je répète vos propos, c'est celui qui gueule le plus fort, qui obtient gain. Alors pas toujours, mais c'est vrai que c'est souvent ça, parce que c'est celui qui fait le plus. Alors, il y a celui qui a le plus froid, il y a celui qui va. En réalité, nous, ce qu'on voit avec Eric, c'est que dans les contrats que vous avez avec vos chauffagistes, en général, vous avez une température cible qui est définie. Et en général, c'est un intervalle. Hein. On voit quoi On voit souvent 19 degrés comme température cible, mais d'abord, elle n'est pas connue, comme l'a dit Jean-Baptiste, et ensuite, elle n'est jamais observée. Parce que il y a parfois des copropriétés qui disent je vais mettre 19, mais je peux vous dire que 19, on ne l'observe jamais parce qu'il faut le chandail, la polaire pour travailler, c'est pas chaud, quoi. En fait, le citadin. On voit plus souvent 21 en moyenne comme objectif cible dans les copropriétés. Alors, le citadin, il est plutôt, il râle pas à partir de 20,5, 21. À la campagne, ils descendent à 15-16, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que nous, quand les directives ministérielles incitaient à faire du 19 degrés, tout le monde a essayé, ça a duré 15 jours et après, ils sont tous remontés. Donc, il n'y a pas de langue de bois. Hein. Donc, en fait, la température, c'est la copropriété qui la décide, c'est pas Efficap. En général, c'est un intervalle à plus ou moins demi-degré près, où il y a des gens qui disent 20 degrés plus 1, donc c'est entre 20 et 21, ou ils disent 20 et demi plus 1, ou 20 plus ou moins 0,5, voilà.
et on est capable de tenir des températures parfois de l'ordre du dixième de degré. Par exemple, on a une copropriété, 50 logements plancher chauffant. Ils nous ont demandé 20,21. 20,21 entre le mois d'octobre et le mois de mai. Donc j'ai parié. Alors, ce sont des gens qui sont chez des grands, ils sont dans l'aviation, ils ont l'habitude dans l'armement, tout ça, d'une précision très fine. Et ils m'ont dit, vous devriez essayer. On a pris un pari, et vous savez combien on a fait? On a fait 20,12. C'est pas mal. On est à un dixième près, quoi. Et en fait, j'ai gagné. Le pari, il est là dans mon estomac. C'était une bonne bouffe, hein. Parce qu'en fait, notre technologie permet de piloter en fait tous les jours, tous les heures, et donc on réussit, si jamais ça s'enfonce ou si ça réchauffe, à remonter ou à refroidir la copro un petit peu pour tenir cette cible. Il y a même quelques clients qui jouent à ça tous les matins. Alors des clients qui sont habilités et qui pilotent eux-mêmes des chauffages, qui utilisent le système pour régler leur température tous les matins au petit déjeuner. Bon, ils sont pas très nombreux. C'est dans $. Mais ce que je veux dire, c'est que la température, elle est choisie en copro. Elle est dans votre contrat avec votre chauffagiste la plupart du temps. En général, personne ne la connaît. Et surtout, le problème que vous avez, c'est que si vous avez trop consommé, vous le découvrez dans les comptes à l'Assemblée générale qui suit de 6 mois la saison de chauffe parce qu'elle est déjà terminée. Donc si vous vouliez agir pour faire des économies, ça râpait. L'énergie, elle est consommée. Alors qu'avec l'application, si jamais on voit qu'on part à la hausse, on peut tout de suite corriger le tir. Vous voyez ? Donc, c'est exactement presque comme dans une maison individuelle. Alors, je ne vais pas vous mentir. Parfois, décider d'une température, quand on pose la question, ils mettent 6 mois à nous la donner dans certaines copros. Et dans d'autres, on l'attend toujours. Voilà. Mais la plupart des copros arrivent quand même à donner un intervalle cible. Disons 95% des copropriétés, dans le mois qui suit, nous dit on aimerait avoir tant. Un synoptique rapide, Eric, peut-être tu peux nous expliquer en... Donc, vous avez ici une schématisation de nos actions. Nos actions reposent sur 3 principaux domaines qui répondent aux points soulevés par Jean-Baptiste en début d'entretien. Pour connaître la température moyenne de l'immeuble, on pose des sondes de température dans des appartements représentatifs du confort thermique de l'immeuble. Donc on voit ici des petits points blancs, ça représente les sondes qui sont placées dans le... Faut que tu restes là, sans ça, tu n'es plus dans le champ de la caméra. Oui, d'accord. Excusez-moi. Donc, quels sont les appartements représentatifs? En général, sous les toits, les gens ont froid. Au rez-de-chaussée ou au-dessus des halls d'accueil, les gens ont froid. Sur les pignons, les gens ont froid. Et puis, au centre, les gens ont trop chaud. Donc, nous proposons de mettre des sondes de température hygrométrie dans les séjours des appartements que je viens de vous citer. Ces sondes ont une durée de vie de batterie de très longue, 5 ans, et elles vont transmettre en permanence leurs mesures vers notre centre de calcul. Et là, on va pouvoir faire des analyses. Quelle est la température moyenne du bâtiment? Quelle est la température moyenne en façade sud, en façade nord, sur telle colonne montante? Donc, on va mettre en évidence, d'une part, la température moyenne du bâtiment tout au long de la saison de chauffe. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas un moment donné, ce n'est pas un instant donné, c'est sur une longue période. Et on va mettre en évidence les écarts de température entre appartements. Et notamment, quels sont les gens qui ont le plus froid, quels sont les gens qui ont le plus chaud. Et ça va nous donner des indications objectives, ce n'est pas du ressenti, ça va nous donner des indications objectives sur les actions d'amélioration à entreprendre. Donc ça, c'est les sondes. Deuxième module, de la même façon qu'on cherche à comprendre quel est le confort thermique dans l'immeuble, on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe en chaufferie. Et donc, systématiquement, on va connecter l'automate. Alors, excusez-moi, automate, c'est le petit ordinateur qui pilote l'installation de chauffage. Donc, on va connecter cet automate à Internet. Ça va nous permettre 2 choses. D'une part, d'enregistrer en permanence les paramètres de fonctionnement du chauffage, et d'autre part, de pouvoir agir à distance. Comme on est à distance, très facilement, avec très peu de coûts, on va pouvoir modifier les paramètres de régulation du chauffage. Et l'usage combiné de la...
et on voit l'effet sur les sondes. Voilà, l'usage combiné des sondes et de la télésupervision est très riche, parce qu'à distance, avec très peu d'efforts et donc très peu de coûts, on peut modifier les paramètres de régulation du chauffage et quelques heures plus tard, on en voit les effets dans l'immeuble. Alors quand c'est des radiateurs, on voit les effets 3 heures après. Quand c'est du plancher chauffant, on voit les effets 24 heures après. Déjà avec ces 2 postes, sonde plus télésupervision de la régulation, on fait beaucoup d'améliorations, tant en termes de confort que de confort thermique, que d'économie d'énergie. Et ensuite, on peut allumer ou en même temps, on allume le 3e étage de la fusée, c'est-à-dire qu'on achète les prévisions météo à 3 jours, pas à 6 mois, on n'est pas des devins. On achète les prévisions météo en termes de rayonnement solaire, de température extérieure, de vent, de pluie, et on va anticiper la conduite du chauffage en fonction de la météo à venir, d'une part, je viens de le dire, et d'autre part en fonction de l'inertie thermique du bâtiment. Et comme on se l'est dit, un immeuble qui a des planchers chauffants va avoir beaucoup plus d'inertie, donc il va falloir beaucoup plus anticiper la régulation, la conduite du chauffage qu'un immeuble avec des radiateurs. Et au global, tout ça, ça génère environ 10 à 20% d'économie d'énergie sur la dépense annuelle de chauffage. Il nous est arrivé d'avoir beaucoup plus, on est même monté jusqu'à 50%, mais bon, ça serait malhonnête de notre part de dire que c'est une économie qui est très fréquente. Oui, en fait, c'est un petit peu comme un régime amaigrissant. Plus on part d'un poids lourd, plus les économies sont spectaculaires. Donc, ce n'est pas nécessairement handicapant d'être énergivore, puisque au contraire, les résultats qu'on a sur les copropriétés énergivores sont remarquablement plus importants. Pour aller vite, sur plus de 10 000 logements équipés aujourd'hui, l'installation est très rapide, c'est quelques semaines. Les bénéfices, on les a dès les premières semaines. Le retour sur investissement, c'est en général quelques mois. Et les économies d'énergie, elles sont entre 12 et 22% en Île-de-France. En zone climatique Île-de-France, c'est sûr que si on est à Toulouse, par exemple, ou à Lyon, ou à Grenoble, on va avoir des résultats un petit peu différents. À Toulouse, on est plutôt entre 20 et 25% parce que le climat s'y prête mieux. Voilà. Ce que je voulais maintenant vous faire survoler, c'est une dizaine de copropriétés équipées pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le Méridien de Paris, c'est là où j'habite. Une copropriété de 500 logements. Elle a été donc lauréate des trophées Coach CoPro en 2019 ici même. C'est 7 bâtiments montés en étoile avec 2 réseaux de chauffage, un réseau nord, un réseau sud. On avait des gros problèmes de différence de température entre les logements, etc. Surchauffe par moment, sous-chauffe, enfin inexpliqué depuis 50 ans. Et en moins de 3 mois, on a tout remis d'équerre. Et les 3 premiers mois, qui étaient en février, mars, avril, on a réalisé 30% d'économie sur l'énergie de chauffage consommée, ce qui m'a valu d'être convoqué pour fraude par la CPCU, qui était notre fournisseur d'énergie. Ils ont dit, ils ont bidouillé des trucs, c'est pas possible. Et juste après, la CPCU a voulu nous racheter. Eric et moi, on n'avait même pas fait de société, donc c'est pas la peine. On n'était pas à vendre, il n'y avait rien à vendre. C'est pour l'anecdote, pour vous dire que si on joue avec la régulation intelligemment, on peut faire des économies considérables très rapidement et ça marche. Alors, le projet sur le Méridien, c'est que les 3 premières années, on a gagné à peu près 250 000 euros d'économie sur la facture d'énergie. Et j'ai quand même, avec le conseil syndical et la copro, réinvesti 170 000 euros dans l'amélioration de la chaufferie et tous ses composants. Mais tout ça entièrement financé par les économies. Donc on a fait, par exemple, l'eau chaude sanitaire, ça a été séparé. Avec Eric, on a travaillé sur l'optimisation, on a gagné encore 12% sur le CS, etc. Donc le principe, c'est que les économies permettent de financer des travaux qui donnent encore plus d'économies. Et ce matin, à la conférence inaugurale, tout le monde disait on n'a pas les sous, on n'a pas les sous. Ben, les sous, on peut les trouver très facilement. Et si on commence par économiser sur l'énergie, on dégage tout de suite des budgets de financement. Et la deuxième phase, dans mon immeuble, on a investi 1,2 million pour la rénovation du toit terrasse, étanchéité, isolation. Ça vient de se terminer en octobre l'année dernière. Voilà. Après, il y a eu l'autre trophée qui était remis l'année dernière ici même, qui était au Jourdan Arcueil. Donc, il se trouve que les 2 immeubles ont comme syndic Loiselet et Desgremont. Et vous le voyez avant-après. Et eux, ils annonçaient, je crois que c'est 35% d'économie l'année dernière sur ce qu'ils ont fait quand même. Très belle isolation par l'extérieur. Point du jour, c'est là où, à Boulogne. Donc, c'est un immeuble de 50 logements. Eux, ils sont passés de 80, alors j'ai pas mes lunettes, mais c'est 80 000 euros
80 000 euros en 2020-21 à 36 000 euros de chauffage, donc moins 55%, sachant qu'à DGU constant, ils ont économisé presque 32%. Donc en fait, c'est comme la moyenne, les DGU, c'est comme les litres au 100 hein, en voiture. Si vous faites du 7 litres au 100, 10 litres au 100, bon, bah, l'équivalent pour le chauffage, c'est les litres, c'est les mégawattheures, et les kilomètres, c'est les DJU, degrés jour unifiés. Je ne vais pas trop rentrer plus dans le détail que ça. Venez me voir sur le stand. Voilà un autre gros copro, là, 1200 logements à Boulogne. Donc, il y a, je ne sais plus, 18 chaufferies là-dedans. 18 sous-stations de régulation équipées. Là, c'est une grande construction à Bâtiment H, c'est dans le nord de Paris. Eux, ils ont gagné plus de 20%. Il y a trois sous-stations. Là, c'est à Toulouse, c'est 4 immeubles. Eux, ils ont fait 55% en 8 semaines d'économie d'énergie. Ça, c'est une de nos dernières conquêtes, j'allais dire, séduites, c'est Le France, plutôt. Magnifique immeuble, tour ovale, à côté du pont de Neuilly. Là, c'est là où M. Bécaud avait monté son piano à queue avec une grue avant qu'il construise la chaufferie au-dessus. Hein, Gilbert Bécaud avait un grand appartement là-haut. Et puis les 3 immeubles qui sont au pied font partie de la copro. Donc, il y a 11 circuits régulés. Si vous venez sur le stand, la maquette thermique de cet immeuble tourne. Alors, c'est en démo, on vous a mis... mais on voit les zones surchauffées, sous-chauffées, normalement chauffées, en 3D, et ça bouge. Ça, c'est une très grosse copro à La Fontaine. Ils sont 910 lots. Ça, c'est une grosse copro à La Défense, les Jardins Boieldieu, 480 lots, 5 circuits régulés. Ça, on les a installés en 3 jours. Non, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas très sorcier. Ça, c'est plein ciel, très beau bâtiment aussi, une grande tour dans le 13e, près des Gobelins, avec une barre en bas. Il y a 5 bâtiments au total, il y a 2 piscines. 20% d'économie dès les 4 premiers mois. Hein. Ils sont pas loin de chez moi. J'ai toujours pas eu le droit de me baigner dans la piscine, mais je pourrais peut-être négocier ça. Ils sont des gens qui avaient des problèmes thermiques infinis. Il y a beaucoup de références. Maintenant, les chauffagistes prennent l'habitude d'utiliser la technologie. Ça s'installe sur à peu près tout type de régulateur, tout type de chaudière. Il y a des grands noms, il y a des plus petits chauffagistes. Il n'y en a pas qu'à Paris. Il y a eu plusieurs trophées Coach CoPro. Et si vous êtes intéressé, avant les questions-réponses, là, il y a Hugo, vous voyez, qui rentre, là, qui arrive au fond. Reste debout, s'il te plaît. Hugo, lui, c'est notre patron techno. 28 ans, il vit dans le ciel parce qu'il est pilote de planeur. Et donc, il étudie énormément l'atmosphère et c'est grâce à lui qu'on s'améliore encore sur les économies prédictives. Donc, avec l'équipe d'informaticiens chez nous, il travaille dur. Et l'objectif, c'est d'améliorer encore nos algorithmes pour aller plus loin. Si vous êtes intéressé, donc venez nous rencontrer. L'application Efficap, c'est l'application visible. La technologie embarquée, on ne vous demande pas de la maîtriser, on s'en charge avec vos chauffagistes. Et maintenant, Eric et moi, nous sommes disposés à répondre à vos questions. Donc effectivement, merci pour la présentation. Donc on va passer, on a un quart d'heure, oui, un bon quart d'heure de questions et réponses. Il y a un micro qui va circuler. J'avais une première question pour lancer le débat. Donc vous avez dit que votre système se nourrit de données météo, donc qui sont acquises, ça c'est un peu le futur, et d'une connaissance de l'inertie du bâtiment. Donc comment vous gérez ça? Est-ce que c'est une bibliothèque de modèles, quelque chose qui s'apprend? Est-ce que ça prend 1 semaine, 2 mois, 3 mois Alors, ça apprend tout seul. On démarre avec un prêt-à-porter, c'est-à-dire que 80% des économies sont faites avec un prêt-à-porter. Mais après, il nous faut une saison de chauffe pour affiner les paramétrages. Et en fait, on regarde fonctionner l'immeuble, puisqu'on a toutes les données de température, d'inertie, de chauffage et la météo qui arrive dessus. On analyse tous ces paramètres. Et c'est de l'algorithmique, c'est pas de l'intelligence artificielle, même si les gens disent que c'est de l'intelligence artificielle, c'en est pas. Il n'invente pas ces nouvelles règles, mais il donne les paramètres pour qu'on puisse affiner au fur et à mesure. Donc il nous faut une saison de chauffe complète pour être au maximum, mais on démarre dès les premiers jours avec un algorithme qui nous apporte déjà 80-90% de ce qu'on peut faire en termes d'économie. Voilà. Alors il y avait madame, monsieur. Le micro est là-bas. Alors attendez, le micro est en train de faire le tour. Bon, je suis désolé. Allez-y. Juste, on est une copropriété très petite de 5 habitations. Et du coup, si j'ai bien compris, votre système pilote la température
de l'eau de la chaudière générale. Oui, Mais elle met des sondes dans des appartements types, on va dire, répartis, pas dans tous les appartements, mais ceux qui sont emblématiques. Et ensuite, nous, ce dont on a besoin, c'est aussi les régulateurs de température individuels. non. Nous, on n'agit que sur la régulation collective. Pour une maison individuelle, on pourrait le faire tourner en maison individuelle, mais c'est un peu un marteau-pilon pour écraser une mouche, hein. Les gens qui pilotent à la main leur chauffage individuel s'en sortent aussi bien. Mais ce que je veux dire, c'est combiner votre système avec un régulateur thermique individuel. On pourrait, mais c'est encore une fois, c'est beaucoup de technologie pour rien, parce qu'avec un peu de bon sens, un thermomètre, on s'en sort très bien. Mais oui, vous avez raison, on pourrait. Sur le plan théorique, on pourrait. Sur le plan économique, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, il y a madame, monsieur en rouge et monsieur ici. J'essaie de faire dans l'ordre des doigts qui se lèvent. Merci beaucoup. Pour une copropriété de 49 lots qui est en CPCU, il faudrait compter quel prix, s'il vous plaît, parce que j'ai juste vu les petits, la petite maison là à gauche. Je ne sais pas trop quelle allure a ce centre, mais en tout cas c'est informatisé là. 50, c'est l'exemple que je vous ai montré là tout à l'heure. Alors, comme Jean-Baptiste l'a dit, nos systèmes s'installent aussi bien sur une maison individuelle que sur des grands ensembles ou des très grands ensembles. D'accord, oui, ça j'ai Néanmoins, le coût, grosso modo. voilà, néanmoins, il y a des coûts fixes et ces coûts fixes sont amortis d'autant plus vite que la copropriété a une taille importante. Après ça, on parle de nombre de lots, mais finalement, ce qui est important, c'est la dépense énergétique annuelle. Mais c'est vrai que a priori, pour une copropriété d'une quarantaine, cinquantaine de lots, le retour sur investissement va être un peu plus long par rapport à une copropriété de 100 lots ou 200 lots. Donc, quarantaine de logements, c'est un retour sur investissement en 2 ans, oui, à peu près 3 ans. Mais pour vous donner des chiffres, on vend la sonde 130 €. Il faut à peu près 20% de sondes par rapport au nombre de logements. Il en faut au minimum une dizaine, hein. L'abonnement de la sonde, c'est 1,75 € par mois, donc ça va vraiment pas chercher loin. On parle en centaines d'euros à l'année. L'utilisation de la technologie, tout compris, quel que soit le nombre d'utilisateurs. En général, il y a le chauffagiste, un membre du conseil syndical ou deux qui s'intéressent au chauffage. C'est quand même pas CNews ou les réseaux sociaux, hein, le truc, hein. Donc il n'y a pas grand monde pour regarder ça. Mais c'est 2,50 € hors taxe par lot par mois. Donc c'est le prix d'un café en gros. Et donc le retour sur investissement, la plupart du temps. Alors à l'installation, vous avez des C2E, certificats d'économie d'énergie, qui malheureusement jusqu'au 31 décembre finançaient à hauteur de 85 € à peu près par logement l'installation du système. C'est-à-dire que quand vous aviez une copro de 120, 130 lots, ben, tout était gratuit, les sondes, le régulateur, etc. Ça a baissé de moitié au 1er janvier. Donc, plus la copro est grosse, plus vous arrivez à un reste à charge nul. C'est sûr qu'une copro de 200, 250 lots, c'est installé gratis. Et Eric s'engage à ce que les économies de l'abonnement ne dépassent pas la moitié ou le tiers, je ne sais plus, des économies faites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est autofinancé, vous ne pouvez pas perdre d'argent avec le système. Voilà. C'est garanti par contrat. Donc ça s'installe pour pas grand-chose et ça rapporte beaucoup. Moi, dans ma copro, 1 €, j'achète, parce que c'est la société FICAP qui fait tourner les ordinateurs et tout. Donc, j'achète cette technologie pour à peu près 1 € investi. J'en récupère 8. Économie d'énergie, vous voyez, c'est intéressant. Sur les contrats gaz à 15 € le mégawattheure, il fallait 1 an et demi, 2 ans pour récupérer de l'argent. Sur des contrats gaz, maintenant, l'énergie, elle est à 70, 80, 100, 130 € mégawattheure. Donc, on récupère très vite la mise, hein. Voilà. Ça, c'est pour les ordres de grandeur. La copro que vous avez vue de Boulogne, qui est passée de 80 000 à 50 000 € à 34 000 €, son abonnement EFICAP, il est de moins de 1 500 € par an, hein, quand même, hein. Vous voyez, pour 1 500 € de dépensés, ils ont économisé 50 000, quoi. Mais EFICAP n'est pas intéressé aux économies d'énergie. On ne se rémunère pas sur les économies d'énergie, on se rémunère juste sur le coût de la technologie. Oui, j'ai pas de doute sur le principe que vous avez exposé, là, c'est efficace, ça marche, sûr. Par contre, c'est plutôt sur la mise en place, la mise en service. Moi, je suis dans un immeuble haussmannien à 2 pas d'ici, d'ailleurs, sur les boulevards.
qui est caractérisée par une situation extrêmement disparate, comme tous ces immeubles haussmanniens, des surfaces en pierre et d'autres, etc. Juste pour faire simple, aujourd'hui, je me pose 2 questions. La première, c'est en ce qui concerne l'installation de ces sondes. C'est avec des fils, sans fil, enfin surtout. C'est radio, c'est un petit paquet de cigarettes et c'est un transmetteur radio qui Vous avez dit transmet tout à l'heure qu'elles On avaient une le pose, autonomie. on pose la sonde sur le buffet, sur une étagère, éloignée de toute source de chaleur. Il n'y a pas plus simple. Par contre, Il n'y a pas plus simple. il en faut sans doute pas mal. Il faut quand même 20% du nombre de logements. Si vous avez 100 logements, il en faut une vingtaine. Après, ça dépend de la configuration architecturale, si vous avez plein de façades, etc. Mais en moyenne, moi, sur mon immeuble de 500 lots, j'ai 60 sondes. Non, parce qu'il y a une grande disparité entre les faces sud, faces Tout à nord, fait, etc. tout à fait. Bon. Qu'on voit partout. Hein. Et la deuxième question, Pour compléter ce que dit Jean-Baptiste, plus on met de sondes, plus fine est l'analyse thermique. Oui, c'est ça. Mais il y a une notion de budget, et donc il faut trouver un compromis entre la finesse et le nombre de sondes, et puis le budget disponible. Donc il n'y a rien de figé, on en discute entre nous. Nous, on vous propose un plan en vous disant le nombre de sondes qui nous paraîtrait adéquat. Vous nous dites ah ben c'est bien ou c'est trop coûteux. Bon ben on regarde où est-ce qu'on en enlève. Voilà, c'est. Alors, la deuxième question, qui est le composante de ces installations dans des vieux immeubles, c'est l'équilibrage de l'installation, parce que pour que leur régulation soit efficace, donc il y a quand même un réaménagement de l'équilibrage selon les bâtiments et les étages par bâtiment. Alors vous avez tout à fait raison. Et donc en fait, Eric vous a parlé des sondes. Il faut savoir qu'une sonde, donc ça se pose, ça dure 5-6 ans la pile. La sonde n'a le droit d'émettre qu'1 seconde par jour au total. C'est la norme. Donc ça consomme très très peu de courant. Et ce qu'on fait pour rechercher les endroits déséquilibrés, c'est qu'on fait 3 paquets. Il y a les sondes qui répondent au chauffage. Donc quand on augmente ou qu'on baisse le chauffage, on voit que la température monte ou descend. Puis il y a les sondes qui sont tout le temps trop chaudes ou tout le temps trop froides. Parfois trop chaudes, parfois trop froides. Celles-là, on les analyse séparément. L'ordinateur fait le tri. Et on va aller voir ce qui se passe sur place. Donc, ce sont les gens en écart. Donc, on fait toujours 3 paquets. Les sondes qui répondent au chauffage, les trop chaudes, les trop froides. Les trop chaudes et trop froides, ça donne lieu à des interventions sur place pour aller déboucher des radiateurs, changer des vannes, des embouts, etc. Mais à la fin, vous avez raison, monsieur. Si on veut vraiment s'en sortir, il faut rééquilibrer tout ça. Et pour rééquilibrer tout ça, donc, les mesures permettent de voir, des sondes permettent de voir l'importance des déséquilibres. Du coup, on les caractérise. Du coup, on donne un budget d'investissement pour aller améliorer tout ça. Par exemple, dans mon immeuble, au début, on mettait 30 000 euros par an, puis 25 000, puis 15 000, puis cette année, on a peut-être fait 4 radiateurs seulement, pour éliminer au fur et à mesure les déséquilibres. Et à la fin du fin, il faut faire un désembouage correct, d'accord, et un équilibrage correct. Mais pour faire ce travail, les sondes permettent de savoir où. Le chauffagiste, chez moi, il a 12 sondes mobiles pour analyser les problèmes. Donc, les gens qui se plaignent, on leur donne une sonde, ils le mettent dans leur séjour. On voit très bien que l'ordinateur, la nature des problèmes, puis intervention, caméra thermique, etc. Et on en vient à bout. Alors là, c'est pas en 3 jours. Hein. Ça 3 mois, 6 mois, parfois 1 an et demi. Et il faut avoir des pompes à débit variable si on va avoir un équilibrage qui dure dans la durée, etc., etc. Mais au moins, avec la techno, au fur et à mesure des années, vous allez voir les écarts se réduire. Et au début, dans mon immeuble, j'avais du 17 degrés à certains endroits, 27 à l'autre. Maintenant, je ne suis plus qu'à 2-3 degrés d'écart. Et c'est complètement normal d'avoir des écarts. Quand les gens ouvrent les fenêtres, ferment les fenêtres, etc., ils ont le droit. S'ils veulent ouvrir la nuit, ils ont le droit. Mais tout ça se modélise et on arrive à savoir si l'immeuble est finalement bien réglé ou pas et si les travaux contribuent ou pas. Voilà. On a découplé ? Ça dépend. Alors, monsieur disait, est-ce que l'eau chaude est couplée avec le chauffage ou pas dans les différentes installations? En fait, la question est la suivante, c'est est-ce que l'eau chaude qui est fabriquée sert à la fois à fabriquer l'eau pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire? Alors, dans mon immeuble, par exemple, c'était oui au début, donc on fait du 70 tout le temps. Et c'est dommage parce que quand on n'a pas besoin de 70 degrés pour le chauffage, ben on chauffe trop l'eau chaude sanitaire qui coûte très cher l'été. C'est pour ça qu'on s'est financé une production d'eau chaude sanitaire séparée, avec un plus petit échangeur, bien plus rentable techniquement, et on a le chauffage qui est découplé. Nos ordinateurs sont de toute façon raccordés aux autres régulateurs de la chaufferie en fonction des configurations, et parfois avec le chauffagiste, astucieusement, on
fabrique la température de chauffage uniquement en fonction de ce qui est demandé par le chauffage ou l'eau chaude sanitaire au plus demandeur. Mais là, c'est rentrer déjà trop dans la technique. Sachez que l'installation du système permet ensuite toute une série d'améliorations qui peuvent durer 2-3 ans. Il faut optimiser sur tout ce qu'on peut. Il nous reste 5 minutes. 2 questions. Comment ça s'articule à des systèmes où il y a des copropriétés, où il y a des robinets thermiques sur chaque radiateur, Thermostatique. et qui permettent évidemment, pour tenir compte des différences de sensibilité, d'âge des occupants, etc., de moduler la température et donc la facture finale individualisée sur chaque mode de consommation avec le système que vous proposez là. Parce que c'est un autre système de régulation, mais qui n'est pas aussi technologique, hein, qui est plus basé sur... Moi, je vais vous répondre en copro. Eric va vous répondre sur le plan technique. En copropriété, vous ne maîtrisez absolument pas le réglage des robinets thermostatiques. Il y a des gens qui disent j'ai froid, ils les ouvrent à fond, j'ai chaud, ils les ferment à fond. Personne va parfois regarder comment c'est réglé. Donc, moi, en copro, je ne maîtrise pas. Il y en a des thermostatiques, c'est bien, il faut l'encourager. Mais moi, je ne maîtrise pas les consignes qu'on peut donner aux copropriétaires. Et après, sur le plan technique, Eric va compléter. Il n'y a pas de consigne. C'est le copropriétaire qui veut diminuer sa facture ou qui part pendant un mois au Bermudes. Coupe tous les radiateurs en plein hiver et donc sa consommation est facturée de façon beaucoup moins importante. Donc il y a une sorte de régulation autonome de chacun. Oui, mais nous, on ne répartit pas les frais de chauffage. Hein. Nous, on fait, on fait fonctionner le bâtiment dans son ensemble. On n'intervient pas sur les consos individuels. Hein. Le monsieur en bleu. Bonjour, je suis copropriétaire dans une résidence. Nous sommes dans un processus de maîtrise d'œuvre conception. Donc, on va passer de deux chaudières à fuel par soit un système tout gaz ou pack gaz. Est-ce que vous nous conseillez d'amorcer dès maintenant sur les chaudières à gaz le système? Est-ce qu'il sera adaptable ensuite pour le gaz? Alors, oui, tout à fait. Comme l'a fait Jean-Baptiste, d'abord, il faut savoir que nos systèmes s'installent quel que soit le système de production de chaleur. Que la chaleur soit produite à partir de chaudières fuel, de chaudières gaz, d'échangeurs de chaleur, pour nous, peu nous importe. Nous, on va optimiser la distribution du chauffage dans l'immeuble, pas la production. Donc ça, c'est le premier point. L'intérêt d'installer tout de suite nos systèmes, c'est qu'il y en a plusieurs. D'abord, vous allez générer tout de suite des économies. Et comme Jean-Baptiste l'a fait sur sa copropriété, ces économies vont vous dégager du budget pour d'autres travaux. La deuxième, c'est que nos systèmes sont très souples. C'est-à-dire qu'avec votre chaudière mazout, on va paramétrer d'une certaine façon les automates, mais le jour où vous changez de chaudière, on aura des adaptations de paramétrage à faire, mais c'est tout. C'est-à-dire rien du tout. C'est des adaptations de paramétrage, on en fait régulièrement, notamment au début. En fait, vous soulevez trois cas de figure. Il y a des gens comme vous qui se posent la question, je n'ai encore pas mis en œuvre d'action d'amélioration de la performance énergétique, d'action importante, qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Notre recommandation, ça serait comme je viens de vous le dire, mettez en œuvre tout de suite nos systèmes, vous allez dégager des économies qui vous seront utiles pour d'autres travaux. Il y a des copropriétés qui ont déjà fait des travaux importants pour améliorer la qualité de leur bâti. Ils ont mis en place une ITE et ils ont envie d'aller plus loin et ils installent nos systèmes. Et puis il y a les cas intermédiaires, des copropriétés qui veulent mettre en œuvre simultanément des actions sur le bâti, donc une ITE, et des actions sur la régulation du chauffage. Et là aussi, nous semble-t-il, c'est très pertinent, parce que en mettant en place des actions d'ITE, les caractéristiques thermiques du bâtiment vont évoluer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, au fur et à mesure que l'ITE est mise en place. Mais nous, en parallèle, il nous suffit de modifier les réglages de régulation du chauffage. Donc ça ne coûte rien et on adapte et les températures, et donc le confort thermique, et donc ça vous permet de générer des économies. Alors, si vous prenez le petit bouquin de Coach CoPro, là, l'immeuble que je vous ai montré, dans lequel j'habite, est également dans le bouquin. Sachez quand même que le système EFICAP
apporte 10 à 12% d'économie sur les 35 nécessaires à l'obtention de ma prime rénov'. D'accord? Pour un coût nul, quasi nul, si vous avez une copro de 150, 200 lots. Voilà. Donc, quand vous avez 35% à faire, mettez EFICAP, vous avez déjà 12% d'atteint. C'est sympa, hein? On arrive au terme, je crois. Une dernière question ou c'est fini? Une dernière au bout. Allez, Dernière, une Alors, dernière, attendez, mais il y en a une. Monsieur en a déjà posé une. Il y a madame. on termine par madame. Voilà. Ça vous ennuie pas, monsieur? C'est la. Voilà. Réponse courte et Merci question beaucoup. courte. Donc, ce que je comprends, c'est que le système il permet de fournir des données et des sources d'amélioration, mais qui est-ce qui analyse et qui est-ce qui définit jusqu'où, enfin, j'ai pas tout à fait compris jusqu'où va votre prestation en Alors, fait. nous, on fournit toutes les données, on fournit les analyses, les mesures, et après, ce qu'on en fait, c'est qu'avec votre chauffagiste et avec votre bureau d'études, si vous en avez un, ou architecte, bien sûr, on participe aux analyses et aux préconisations. Du coup, vous êtes facturé aux honoraires? Comment ça se passe? Non, dans le cadre de l'abonnement, ça fait partie des choses qu'on assure aujourd'hui. Oui, parce que on a aussi une philosophie. Enfin, EFICAP, c'est une boîte avec des gens qui ont envie de participer à l'amélioration des choses. On est ravis quand les gens utilisent bien notre appli. Et le fait de l'avoir une ou deux fois aidé, après, ils deviennent autonomes. Et très souvent, en fait, on n'a pas vraiment de force commerciale. Ce sont nos clients qui nous préconisent vers d'autres clients. Et ça fait partie de la prestation. Puis on aime bien, avec Eric et les ingénieurs qui travaillent chez nous, voir que ça s'améliore chez nos clients, sur les copropriétés, ça contribue à la satisfaction. Eh ben voilà, on peut terminer sur ce mot de la fin. On peut les applaudir alors pour cette présentation. Merci à vous tous.